Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Michel Fugain. Les enfants de la République, ça, Bonjour. je trouve ça vraiment formidable. Et c'est vous. Hein. J'en suis un. Voilà. Et alors tout le monde connaît, vous connaît l'auteur, compositeur, interprète, le musicien que vous êtes, vous dites pas chanteur. Musicien, artiste, interprète. Ouais, je dis que je suis pas chanteur, je suis parleur en musique. Parleur en musique. Transmetteur de musique. De paroles, de musique. De toute façon, on est toujours des transmetteurs. Bien sûr, on est des... Alors vous êtes celui qui a fait souffler peut-être un vent nouveau sur la chanson avec quoi ? Le Big Bazar. C'était ma jeunesse. Ah, ça a été un gros moment, ouais. Un grand moment, on va en reparler. Alors depuis plus de 300 chansons et une multitude de succès dont Fait comme l'oiseau, La belle histoire, Les gentils, les méchants, Je n'aurai pas le temps, Pas le temps. pas le temps, Viva la vida, Les Acadiens, La fête, Vous encore vous rendez compte que c'est des époques différentes. des hein. époques différentes, mais on les a tous en tête, tout en tête. Les Sud-Américains, il y en a plein. Et vous sortez un nouvel album, La vie, l'amour, etc. Etc. Et vous avez toujours envie de vous produire sur scène. Vous serez les 13, 20, 27 janvier et 4 février prochains sur la scène de Bobino avant de faire une tournée dans toute la France et aussi en Belgique, chez nos amis belges. Alors pourquoi Michel Fugain avoir attendu 10 ans pour sortir ce nouvel album ? Parce que j'en avais pas besoin. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie. Non, j'en avais pas Pas besoin. besoin. J'en avais pas besoin. Non, je travaille tout le temps. Je fais tout le temps de la musique. Hein. J'en avais pas besoin parce que dans les 300 chansons, ça me permet amplement de faire un spectacle qui durait, je sais pas, 2 heures, 2 heures et quart, 2h10. Et Et vous êtes souvent sur scène. tout le temps. Tout le temps. J'ai jamais arrêté de faire de la scène Mm. à partir du moment où j'ai recommencé à bosser, c'est-à-dire vers 2005, quelque chose comme ça. J'avais pris un coup sur la tête Mm. avec la disparition de ma fille et j'avais plus envie. Puis j'ai rencontré une femme Extraordinaire. extraordinaire. Je suis bien de votre avis, Mm. qui m'a dit mais t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour t'arrêter, t'es fait. Et elle m'a. Pas fait pour sombrer. Je suis pas fait pour sombrer. Hein. Et elle m'a dit tu es pas fait pour sombrer. Et puis elle m'a changé ma vie. Donc en changeant ma vie, Viva la vida. plus que ça. Voilà. Viva la vida. Ouais. Oui, absolument. Et depuis, en plus, je pense que la disparition de ma fille m'a fait prendre conscience que je devais être d'une manière ou d'une autre, je ne devais transmettre que des bonnes ondes, entre guillemets. C'est-à-dire, j'avais plus envie d'avoir des trucs tristes ou Enfin, c'est perdre une fille. c'est terrible. C'est terrible. On s'en remet jamais, hein, je vous le dis. Ouais. hein. Cette occasion, parce qu'on me demandait de m'expliquer, j'ai dit, c'est comme un coup de sabre japonais, là. Mm. Mm. C'est-à-dire, le corps ne se sépare pas en deux, On y pense toujours. mais vous êtes toujours coupé en deux quand même. Ouais, c'est dur, c'est dur. L'album, le nouvel album, l'amour, la vie, etc. Qu'est-ce que c'est que les etc. Je sais, vous allez nous en parler, hein, vous allez nous dire. On retrouve en tout cas toutes ces mélodies, tous ces textes poétiques auxquels vous nous avez habitués depuis plus de 30 ans. Depuis 30 ans, 60 ans, près de 60 ans. 60, oui. Ouais, ça vous manquait d'écrire des chansons, de les mettre en musique et de les chanter ? 2 nouvelles chansons ? Oh, le truc nouveau, c'est que j'habite en Corse. Ouais. Le dernier auteur avec lequel j'ai travaillé beaucoup, c'est Claude Lemel. Mais Claude a d'autres trucs par ailleurs. Il est très impliqué à la SACEM, etc. Et je me suis retrouvé avec des mélodies que j'avais. Mmh. Et là, je me suis Écrit il y a lancé longtemps vraiment. déjà, oui. Je me suis lancé vraiment. C'est-à-dire que j'avais fait des chansons, hein, j'avais écrit des chansons des autres avant. Mais là, je me suis mis à l'écriture d'une autre manière. C'est-à-dire en pensant à la fois au spectacle, à la fois à ce qu'il fallait délivrer d'une façon importante, et ce que j'avais envie de dire, et surtout m'attacher à un ton, c'est-à-dire que c'est un ton léger tout le temps. Mmh. Même quand... Avec un peu de nostalgie quand même. Oui, chacun... La rue du temps qui passe. Ouais, mais c'est pas de la nostalgie. Vous savez comment elle est venue, quand j'ai eu cette idée ? J'ai eu cette idée en pensant à une pub... Mmh. d'une assurance, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on voyait une rue, Mmh. et puis
c'est un long travelling arrière, puis on voyait des générations. Sur des dizaines d'années. Des générations se succéder. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé. Il faut leur vendre votre musique. Non, je voulais pas du tout. Je vends rien, je suis pas vendeur. Mais c'est inspirant. Ouais. C'est inspirant. Je suis très inspiré Elle est par d'ailleurs ça. bien cette pub. Hein, elle est belle cette pub. elle est émotion. Il y a de l'émotion dedans. Ouais. Et merci les pubiers qui font des émotions avec de la pub parce que on en a besoin. Alors, puisque c'est le principe de cette émission, on va reparler de votre musique. Un mot sur votre parcours, Michel Fugain. Quelques mots, vous allez voir. Alors, vous êtes né en 42. Oui. À Fort-Barreau, une prison... Fabriqué à Fort-Barreau. Fabriqué. Vous n'êtes pas né, vous êtes né à Grenoble. En tout cas, fabriqué, conçu à Fort-Barreau. C'était une prison du régime de Vichy. Pétainiste. Oui. Racontez-nous l'histoire. Mon père était médecin, étudiant à l'époque. étudiant en médecine. Et il s'est fait gauler, par les mecs de Pétain, par les sbires de Pétain. On précise les choses quand même. Il n'était pas seulement étudiant en médecine. Il s'est fait gauler. Alors allez-y, parce que il rentrait. Ça a été un grand résistant. En fait, immense. Et il était résistant de nez. et donc il a été en prison, mais il était étudiant en médecine parce qu'il était étudiant en médecine. Les matons lui ont donné les clés de l'infirmerie. On dit c'est toi qui t'occuperas de l'infirmerie. C'est-à-dire, c'est une autre époque. Et puis, on en a profité pour rencontrer ma mère, les visites privées. Les hasards de la vie. Les hasards de la vie. Et puis voilà, regardez le bébé. Voilà, le bébé qui a maintenant 42 ans. Oui, plus 40. Et puis, il y a cette histoire, on va reparler de votre père. L'histoire de la préfecture de l'Isère. Ouais. Avec le secrétaire général de la Donc, préfecture. je nais. Il y a une deuxième gâchette. Je nais. Donc mon père en profite pour poser une perme, c'est-à-dire est-ce que je peux aller voir mon fils qui vient de naître avec l'émotion et une larmichouille au coin de l'œil, et finalement ils lui disent d'accord, et il dit je vais en profiter, je vais essayer de ne plus rentrer, c'est-à-dire pour ça il faut me libérer, et parce qu'il était déjà très obnubilé par le renseignement. Le renseignement. C'était un espion. C'était un réseau. C'était un réseau Reims-Coty. C'était vraiment. On précise les choses. C'était le commandant Miquet. Commandant Miquet. Pendant la résistance. Commandant second du réseau de renseignement Reims-Coty, comme vous l'avez dit, des forces françaises combattant à Chambéry et à Grenoble. Et voilà. Et mais là, il n'était pas encore. Il n'était pas encore. Il était rentré d'Espagne. Ça, c'est encore un autre truc. Il part pour l'Espagne pour aller. Il était à Nard, d'accord. Et il se dirige vers l'Espagne. Il se fait coller à Toulouse par les communistes, qui, bien comme tous les communistes, n'aiment pas les anards. Y compris pendant la guerre. Et donc, alors cette histoire du secrétaire général. Je reviens. Vous saurez mon histoire une autre fois. On va en reparler, mais elle est marrante, elle est intéressante. Et donc, il va à Paris. Il apprend que le secrétaire du cabinet du préfet est un poète à ses heures. Et ça donne à la poésie. Il cherche, il trouve un bouquin de poésie de ce mec. Bon, il fait le cinoche, il met le livre dans sa poche qui dépasse, et forcément... Il le voit. Le secrétaire de préfecture le voit, il dit, vous aimez la poésie ? Oui, en ce moment, j'ai découvert un jeune poète, c'est magnifique. Il a été libéré. Et il se présente au secrétaire général. C'est... Abad. C'est Louis Amade. Louis Amade qui va écrire pour Gilbert. Il va écrire L'importance et la rose. Quand il est mort, le poète. C'est Louis Amade. Et le Boïco, d'ailleurs, vous l'avez rencontré. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Votre père rencontre un poète. Alors ça, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de hasard. Vous étiez à peine né. Donc votre père, c'est votre héros. Un héros, votre héros ? C'est surtout mon ami. J'ai perdu mon ami en perdant mon père. 2009. La même année, j'ai perdu papa, maman. Maman en premier, et papa avec un vilain AVC qui l'a terrassé. 2009. Eh oui. Oui, non, mais c'est... On y pense tous les jours.
à son père qui est parti. Mon père, pareil, 2009, il est parti. Ouais. Mais j'y pense tous les jours. Voilà, et Vous me demandez si j'y pense tous les jours. Oui, non, mais je dis, Oui, on y pense tous les jours. j'y fais toujours référence. Ouais. Quand je fais quelque chose, quand je crée une musique, quand j'écris un texte, j'imagine toujours la présentation à mon père. Ce qu'aurait dit votre père. Ouais, absolument. Hein, ce qu'il en aurait pensé. Ah ouais, absolument. Il vous Toujours. disait- D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père, quand il a vu que vous êtes rentré dans le milieu artistique, dans le milieu culturel? Ouais, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je suis parti, j'ai quitté Grenoble pour faire du cinéma. J'étais assistant réalisateur. Et puis je bifurque un jour parce que je rencontre Sardou. Et j'ai adoré faire de la musique, parce que ça je le savais pas. Et on va en reparler, mais je veux qu'on parle un peu de votre père. Encore. D'accord. Donc il est médecin, il a fait toute sa carrière. Médecin généraliste. Médecin généraliste, toute sa carrière en Isère. N'a jamais oublié ses combats contre la haine, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Jamais. Et pour la France. Et aussi, il était à gauche. Hein. C'est une c'était figure emblématique Au moment où il est chez Pétain, il est communiste. Hein. Communiste. Et après, il a été compagnon de route des socialistes dans les socialiste, ouais. Ça marque une vie, ça a marqué votre vie, je suppose, son combat. Bah oui, moi, j'ai endossé l'étiquette de la même manière. Ouais. J'ai été communiste avec lui, j'ai vendu l'Huma Dimanche quand j'étais môme, quoi. Ouais. Et alors, vous avez vendu l'Huma Dimanche, vous avez écrit La Bête immonde. Ah, ça, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, mais on passe des années et tout. La Bête immonde, c'est aussi un rapport avec les combats de votre père. Bah, bien évidemment. Hein? La Bête immonde, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'où vient l'appellation Bête immonde. Elle vient de chez Brecht, On entend quelques notes de cette chanson. Hein? On entend quelques notes de cette chanson c'est vrai? Pendant que vous parlez. Et c'est Brecht, et à la fin, c'est dans Arthur Rouy, hein, et à la fin, il dit, il fume encore le ventre, d'où ressurgira la bête immonde. Et comme on est en plein dedans, là, maintenant... Alors justement, vous dites, la bête immonde qui est toujours vivante, qu'elle tourne loin comme un vautour, la bête immonde. C'est quoi la bête immonde aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours là? Et c'est quoi? Elle a une forme différente, c'est incontestable. Je dirais que c'est l'ignorance. L'ignorance qui fait que des gens sont capables d'entendre des discours qui sont d'une imbécilité crasse et de croire à tout ce qu'on leur raconte. C'est vrai, la bête immonde, elle est aux États-Unis avec l'élection de Trump, quoi. C'est exactement... Et en France, elle est aussi? On est un peu épargné depuis que Marine Le Pen a changé. Mais on ne sait jamais. On sait pas si c'est du vrai ou du faux, quoi. Moi, je lui donnerai pas personnellement pas les clés, mais elle est partout, cette bête. Et elle peut être à gauche, la bête immonde aussi, ou pas? Ah non, je pense pas. À partir du moment où on est un humaniste, on peut pas accepter l'idée de la bête immonde. Alors, et ça me connaît. Et ne me dites pas que le communisme qui a existé jusque-là était un truc de gauche. Ouais. Non, ils ne croiraient pas. Alors, on va pas parler de politique, on parle de vous, de vos chansons, de la vie, de l'amour, etc. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la bête immonde, pourquoi cette proximité avec le monde juif chez vous, Michel Fugain? Pourquoi? Jusqu'à mon départ de Grenoble, je n'avais pas. C'est un monde qui n'existait pas. Puis, je suis arrivé à Paris. Dans le cinéma, il y en avait, mais personne... Dans le cinéma, on précise les choses pour nos auditeurs. À partir de 1963, voilà. Vous devenez assistant réalisateur de Jean-Michel Barjol, Guy Blanc, Yves Robert ou Jean Delannoy. Et puis, c'est après que vous suivez des cours d'art dramatique auprès d'Yves Furet. C'est là que ça change. Ouais. Rencontrant Sardou, après la déclaration de Michel qui voulait que... Michel Sardou. Michel Sardou, qui voulait passer une audition chez Barclay. Et on lui a dit, nous, comme des fous, des imbéciles, on lui dit, mais on va te les faire, tes chansons. Le lendemain... Donc vous lui écrivez des chansons, hein? Oui, c'est ça. Vous écrivez pour lui. Et on a écrit ses premières chansons. Mais il fallait éditer, et on m'envoie avec 2 chansons, puisqu'il y en avait 4, il y en avait 2 qui sont allés chez Marine. Et là, ça commence de l'autre côté aussi. Et moi, on m'envoie aux nouvelles éditions Barclay.
Et les nouvelles éditions Barclay étaient gérées par un mec qui s'appelait Gilbert Marouani. Son assistante... Un grand impresario par la suite. Ah non, non, c'est toute une famille. Lui, il était Oui. éditeur. Non, Charlet Marouani. Enfin, une famille d'impresarios. Félix Marouani, Charlet Marouani, Jacques Marouani. La tribu Marouani. Mais je me suis trouvé dans la tribu Marouani. J'étais comme un poisson dans l'eau dans la tribu Marouani. C'était très agréable. C'est des gens qui respectaient les artistes. Formidable. Et un jour, je suis en train aux éditions de Barclay, aux nouvelles éditions Barclay, et j'étais entre deux trucs. Je devais laisser un appartement, et dans la discussion, il y avait là un papa et ses deux garçons. Et je dis, dans la discussion, je dis, il faut que je me démerde, il faut que je trouve un appart parce que je suis obligé de laisser le mien. Et là, le papa et les deux garçons me disent, mais tu viens à la maison. Il s'appelait Joe Sindress, avec un Georges et un Jackie. Il s'appelait Joe Sindress. Je suis allé parce que ça me rendait service, et puis ils étaient tout à fait bas. Je suis resté 9 mois dans cette famille. J'ai fait toutes les fêtes juives possibles. Les Shabbats. J'ai tout fait. Et ils étaient pas religieux. Hein. Et donc, votre proximité avec le monde juif, avec les juifs, ça vient de là? Ah, là, j'ai été bien. J'ai été bien dans cette famille. C'est-à-dire, vous êtes senti juif quelque part? Mais il m'arrive de me sentir plusieurs fois juif. Ma mère s'appelait Marie-Louise Esther. Et chaque fois que je dis ça, les mecs me font oh bah. C'est évident. Et alors évident aussi. Je suis désolé de vous interrompre. Vous vivez en Corse. Oui, absolument. Corse, île juste. Île juste, qui n'a pas pu avoir le titre de juste parce que ça se donne pas une île, par exemple. Mais je rappelle toujours, parce que les gens ne le savent pas, sans doute pas, à quel point le peuple corse est hospitalier depuis toujours, puisque un Corse sur 4 est issu de l'émigration juive. C'est fait partie de la diaspora juive. Alors, il y en a qui sont devenus catholiques, mais j'ai une anecdote extraordinaire dans un doc que je voyais sur les diasporas, précisément. Et partout, il y avait toujours la communauté juive qui était là, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Il y avait toujours l'entité la communauté qui revenait. Et ils l'ont fait en Corse. Et là, ils sont tombés sur des mecs qui disaient « Oui, je suis juif, mais avant tout, je suis corse. » Je suis corse. Ah, c'est le cas de Simeoni. Gilles Simeoni, qui est le fils de Edmond Simeoni. Alors, on quitte un peu la Corse. Vous avez composé, donc vous avez parlé de Michel Sardou, des chansons pour d'autres artistes que vous. Il y a eu aussi Hugo Frey et d'autres. Hugo Frey, Dalida, oui. Et c'est en présentant une chanson pour Marie Laforêt que mon destin a basculé, que c'était le directeur artistique, qui était un Roger Marouani, me dit, si vous voulez, je vous fais faire un disque. Quelle année? C'est 65 et je commence en 66. Parce que je vous ai vu chez Léa Salamé, un extrait d'un tour de chant de 66, en noir et blanc. C'est ça, c'est 66. Oui, voilà. Oui, absolument. 66, 67, 66 c'est le début. Et puis voilà, puis j'ai plus fait de chansons pour les autres, j'ai fait des chansons que pour moi. Et puis les choses se sont embringuées de telle manière que j'ai pas senti de difficulté, quoi. Non, après il y a eu le Big Bazar. D'abord les artistes, vos amis artistes. Il y en a beaucoup? Vous en avez encore beaucoup? Il y a des amis. Ouais. Non, j'ai trop de respect pour l'amitié pour dire qu'on est amis. Avec quel artiste vous avez eu la plus belle histoire à préciser d'amitié? Il y en a qui ont compté plus que d'autres? Avec qui vous avez plus de proximité que d'autres? Yves Duteil est un garçon que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais il est tellement réservé que pour rentrer dans sa carte... Qui est venu ici? Qui est venu ici? Ah ben oui, bien sûr. Qui a parlé de son arrière-grand-oncle Dreyfus. Ouais. Yves Duteil, Véro Sanson. Voilà, encore une autre. On n'y coupe pas. Véro, qui tue un... Aznavour, Brassens, Beko. Brassens, je ne l'ai pas connu. Non.
Non, je l'ai pas connu. Beko. Beko, oui, bien sûr. Je suis allé chez lui en Corse quand il y était, avec Claude Lemel. Avec les Marronniers, vous avez dû connaître aussi Enrico Macias. Oui, mais je le connais bien après aussi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, vous avez vendu combien d'albums? Je ne sais rien, je m'en fous. Vous en foutez. Ouais. Et c'est quoi pour vous vos meilleures chansons et les moins bonnes? Est-ce que on a tendance à faire la coquetterie en aimant des chansons que les gens n'ont pas connues, etc. Ouais. C'est pas vrai. Moi, au travers des spectacles, parce que là, on a un vrai juge de paix. La belle histoire, c'est pas ma meilleure chanson. C'est pas ce que j'appelle ma meilleure chanson, mais elle est imparable. On entend des notes là, la belle histoire. Oui, mais elle est imparable. Elle a marché. Tout le monde l'a en tête. Ouais, tout le monde l'a en tête. Mais je pense au spectacle, par exemple, où les gens prennent des chansons, ils en prennent un paquet. Et il y a une chanson qui s'appelle « Je laisse », mais il y a beaucoup le sens qui entre en jeu. Il y a un moment, je dis qu'est-ce que je laisse je laisse quoi ça fait partie fait partie des etc. Ouais. Qu'est-ce que je laisse et il y a cette chanson qui s'appelle « Je laisse », et celle-là, les gens l'adorent. C'est-à-dire, ils me renvoient immédiatement. Parce qu'ils sont tous concernés. Bah bien sûr. Il y a un moment où on se pose toujours la même question. Enfin, on se pose tous la même question. Qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on laisse pas? Alors, votre nouvel album, La vie, l'amour, etc. Je vous dis pas, c'est quoi, etc. Pourquoi pas la mort? Parce que j'ai pas envie de l'avoir figuré sur mon disque. Mais c'est ça, etc. C'est la mort ou pas? C'est ce qui commence à 50 ans, c'est-à-dire avec cette phrase que je dis dans le spectacle. Donc, si vous l'entendez, vous ne serez pas surpris. C'est à partir de 50 ans, quand tu te lèves le matin et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. La mort, vous y pensez ou pas? Bien sûr, tout le temps. Bien tout sûr. Le temps bien, bah ouais. Je fais une course-poursuite. Je fais une course-poursuite, je veux pas qu'elle me rattrape. Bah ouais, comme tout le monde. Hein. Ouais. Vous dites, je suis un décorateur de la vie, ça veut dire quoi? Des records, on décore la vie. On décore la vie. Je vais prendre un exemple précis avec Chante, qui est pratiquement la chanson emblématique du spectacle. Et je pense de ma carrière. Et je mets quelques guillemets à carrière. J'aime pas ça. J'aime pas le mot. Mais votre parcours. Votre histoire. C'est surtout, je vous parle de Chante à la fin du spectacle, à la fin des spectacles. Je reçois les gens, je vois les gens, je parle avec les gens, je les fais parler, c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a le nombre de fois, mais peut-être 150 fois, j'ai entendu ma mère, mon père, ma sœur, l'a écouté jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y avait un bout. Et là, ça fait réfléchir d'un seul coup, on dit... Putain, alors qu'il y a un bout qui est prévu et relativement vite, il y a quelqu'un qui écoute, chante comme si tu devais mourir demain. C'est-à-dire, ils vivent avec cette idée. C'est incroyable, quoi. Et d'un seul coup, on dit, oula, putain, on peut pas écrire n'importe quoi dans les chansons. Et surtout, on arrive en radio, on présente des disques, d'accord. C'est le dernier titre de Fugain, machin. Ouais, c'est comme ça en général. Pour les gens, c'est pas ça. Il y a une chanson qui passe. Et ils entendent le texte, ils entendent les mots. Et ça leur parle. Et ils le font leur. Elle, la chanson devient leur. Et ça, moi, je suis... ça veut dire que vous êtes un poète? Non. Vous savez ressentir ce que ressentent les gens. Transmetteur, oui, c'est ça. Transmetteur. Mais aussi avec plein de poésie. Oui, je me méfie de la poétaillerie qui circule très très vite. Mais la vraie poésie, elle est dans le petit œuf qu'on casse, le petit œuf dur qu'on casse sur un comptoir d'étain, a dit Prévert. Et alors, donc votre vie d'artiste a commencé en 66, 58 ans de carrière, ce qui veut dire que votre public il s'étale sur 3-4 générations. Ça vous donne pas le vertige quelque part? 3-4 générations. Non, mais j'en chope une 5e. Aujourd'hui, c'est ça. Hein, mais non, ça me donne pas le vertige. Les grands-parents, ça me donne pas le vertige, les enfants. Ça me dit simplement, moi, c'est la leçon que j'en tire. C'est j'ai bien fait mon boulot. Je suis quoi dans une société? Je suis un chanteur, un mec qui chante ses chansons, un créateur d'émotions. Voilà, d'accord. À partir du moment où un peuple
mon peuple, le peuple auquel j'appartiens, répond et accepte, me donne la parole et me la laisse, rien que ça, putain, c'est terrible, quoi. C'est terrible et c'est beau, c'est extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous chantez pour les mêmes raisons qu'à vos débuts dans les années 60 ? Vraisemblablement, je chante pour encore plus de raisons et avec l'envie de chanter plus fort parce que l'ennemi est sournois. C'est-à-dire ? Il va nous arriver avec l'intelligence artificielle, c'est cette haute technologie que nous n'avons pas inventée. Elle a été développée par des gens jeunes et qui nous emmerdent pas. Il y a beaucoup de jeunisme aujourd'hui. Hein. Ouais, mais c'est quand même extraordinaire. Vous voulez un beau meuble, vous n'allez pas prendre l'ébéniste, vous allez prendre son stagiaire. Et alors, le Big Bazar, hein, ça a marqué tout le monde. Ouais. Hein, tout le monde. Qu'est-ce qu'ils se font devenus, ceux qui étaient avec vous dans le Big Bazar ? Y en a qui sont morts. Les artistes et les costumes. Ah, les costumes, ils sont perdus. Les costumes, je ne sais pas où ils ont fini, mais en tout cas, moi, j'en ai pas récupéré. Je le regrette maintenant. C'est marrant, hein, c'est peut-être pas un truc de l'âge. Je regrette, ne serait-ce que pour les montrer. Pour Attends, dire, on les voilà, voit en image. Hein, on les voit en image. On voit sauter, danser sur scène avec des gens, avec tous ces merveilleux costumes autour de vous. Ouais. C'était extraordinaire. Personne n'avait fait avant vous ça. Non, mais le Big, ça n'existait pas avant. Ouais. Et ça n'a pas existé après. Hein, non, bien d'accord. Non. Non, c'était un truc particulier. À chaque fois que je le dis, c'était un kibbutz, les enfants. Mais oui, c'était un kibbutz. On était tous, on percevait tous. Vous viviez ensemble ? Non, la même paye ? Pas du tout. Mais dans les kibbutz, ils vivent pas ensemble. Enfin, ils vivent dans des maisons séparées. Ils sont. On a un outil de travail ensemble. Voilà. C'est-à-dire, outil de travail, tous le même salaire. Hein. S'ils en ont. Tous la même paye. Paye. On était tous rétribués de la même manière. Chanteurs, musiciens, techniciens, hommes de scène, voilà ça. On percevait tous la même somme, ce qui nous a permis d'avoir un chapiteau qui coûtait des sous, fallait le louer, et de faire notre métier tranquillement et dans un théâtre ambulant, quoi. Dans un théâtre ambulant. Et alors, vous avez surgi dans une période de grande effervescence culturelle et artistique. Est-ce que ça manque pas aujourd'hui ? Parce que c'est pas la même période. C'est une période où on jetait le bonheur par les fenêtres. C'est pas tout le contraire aujourd'hui. On va nous dire. Je ne sais pas si on jetait le bonheur, le truc par les fenêtres. J'ai conscience, en tout cas, qu'il y avait des trucs contre. Il y avait de la création contre. Contre les gouvernants, contre on était au début aux alentours de 68. Hein, après 68. Après 68, il n'y a rien. C'est de là mon explication du Big Bazar. Le Big Bazar, c'est 72. C'est qu'il y a eu un moment, après 68, où le pognon, l'argent planétaire, savait plus quoi faire. Ils ont dit, parce que ça a été planétaire, hein. Tchécoslovaquie, Amérique, partout. Ça a ronflé partout. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas par quel bout prendre les citoyens, alors qu'ils sont concernés. Hein. Et nous, on arrive juste dans ce moment-là, à ce moment de silence de l'argent. Ça a changé vers 75. Et je l'ai encore dans les yeux, l'affiche qui était sur la voie Pompidou, presque, après à l'Alma, là. Il y avait une affiche, je la vois, avec un mec avec le doigt pointé sur moi. Votre argent m'intéresse. Putain, j'ai dit, ça y est, ils sont de retour. Et ils n'ont pas caché leur jeu. Hein. Ils n'ont pas caché leur jeu. Alors maintenant, vous savez ce qu'on va faire ? Des petits clins d'œil à vos chansons, à travers quelques segments de paroles. Est-ce que vous êtes comme l'oiseau ? Est-ce que vous avez vécu ? Est-ce que vous vivez d'air pur et d'eau fraîche ? Non. C'est la seule chanson écrite par Pierre Delanoë, le génie qui était Pierre. C'est la seule chanson pour laquelle je ne revendique rien. Ouais. Mais elle est restée dans les... C'est une chanson populaire. Ouais. Elle doit rester une chanson populaire. Mais le message qui est délivré, je peux pas l'assumer. Est-ce que votre pain a toujours été blanc ?
Michel Fugain? Ouais, mon père s'était forcé de faire en sorte qu'on Parce ait que tout. ça aussi, c'est l'une des paroles de vos chansons. Oui. Les gentils, les méchants. Qu'est-ce qui est, qui c'est qui est gentil? Qui c'est qui est méchant? Le parti pris, il est dans la chanson. Hein. Ouais. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. Cette chanson, elle est partie autour d'une table où on était déjà un peu mûrs. Et il y avait avec nous Pierre Richard. Pierre Richard. Il y avait avec nous Pierre Richard, dit Pierry. Et L'acteur, hein, pour nos auditeurs. comment? L'acteur. L'acteur Pierre Richard. Mais à ce moment-là, il tournait un film. Il tournait son film qui s'appelait Je sais rien, mais je dirai tout. Et à la fin du repas, il dit vous allez bien me faire une chanson pour mon film, les mecs. Et on l'a faite. Voilà. Ouais, ouais, c'est devenu les gentils, les méchants. Quand vous avez été le plus heureux, Michel Fugain? Quand j'ai été le plus heureux, Ouais. je pense que je vis ma période la plus heureuse. C'est vrai? Ah oui, oui. Ah ouais? Ah oui, oui. C'est votre femme? Tout a changé avec ma femme, oui. Hein? Complètement. Je suis content de l'âge que j'ai. Mhm. J'aime bien avoir mûri. J'aime bien m'être assagi. Et quand je dis assagi, c'est-à-dire que je ne pars pas en guerre contre des moulins à vent. Mhm. Mais non, quand il y a quelqu'un contre lequel je pars en guerre, je sais qui il est, je sais son pédigré. Et je pars pas pour rien, quoi. Mhm. La vie, elle chante toujours pour vous? Encore une chanson? Je chante sans arrêt. Ouais. Sans arrêt. La vie chante. Chante la vie, chante. Hein? Oui, mais je la chante. Je la chante. C'est vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'en faisant ce spectacle, depuis déjà quelques années, hein, que. Oui, je chante de la vie. Vous chantez de la vie. Alors, une chanson dans votre dernier album s'appelle Lisez-moi. C'est ce que vous demandez à vos fans et aux autres? Lisez-moi. J'ai hésité à mettre cette chanson dans le spectacle, mais elle va y être. Ouais, elle y est. Elle est en tout cas dans l'album. Ah ouais, et parce que elle est très personnelle, quoi. Ouais. Mais je pense que dans l'espèce de truc très 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 énergique et très brassé qu'est le spectacle, ça va être un beau moment d'arrêt. Bon, vrai. Et C'est-à-dire alors, un moment d'arrêt, ça veut dire que d'un seul coup on fait presque silence et on fait lisez-moi du bout des doigts. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien l'idée que toutes les cicatrices et les bleus à l'âme qu'on a, on peut les suivre avec le doigt et ça ment pas. et vous en avez des cicatrices et des Oh bleus à l'âme. putain, j'en ai, Hein? oui, j'en ai partout. Vous en avez. Pourquoi je chante aussi, c'est l'un des titres. Pourquoi je chante? C'est c'est une question vraie que je me suis vraiment posée parce que je suis de nature enthousiaste, donc j'imagine que je peux me planter, il y a un moment je me suis dit pourquoi tu chantes, pourquoi tu chantes, et ça veut dire pourquoi t'as chanté. Pourquoi t'as chanté? Pourquoi tu chantes? Est-ce que, c'est encore la chanson dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous chantez comme si vous deviez mourir demain? Oui, je pense, oui. De Ouais. toute façon, c'est vivre. Ça veut dire vivre les jours qui passent, les vivre très intensément. Et intensément, pour un créateur, je ne sais pas si tous les créateurs font ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Il peut très bien y avoir rien. Et le contraire de l'extensif, l'expansif, c'est rien. Et puis, en même temps, dedans, c'est une fournaise. Et d'ailleurs, une fournaise, rien, on met longtemps pour créer une chanson, pour composer une chanson en musique. Une mélodie, c'est relativement rapide. Et les paroles. Ouais. Ouais. Et relativement rapide, c'est-à-dire? Ça peut aller. La rue du temps qui passe. La rue du temps qui passe, je me réveille une nuit, je vais au piano et je vais et j'ai. Et je lui trouve, et si vous écoutez bien, si vous faites l'analyse, je lui trouve un côté très Brassens, Ouais. en fait. Et je suis content, je sais pas ce que ça va être. Il faut que j'attende beaucoup de temps pour que j'en discute avec Claude Lemel pour lui dire, dans ma tête, ce truc-là, j'ai le temps
Et j'ai l'image de la fameuse pub pour l'assurance. Et puis finalement, le texte est de Claude Lemel, hein. Il n'est pas de moi. Il n'est pas de vous. Mais alors, quand vous écrivez une chanson, quand vous avez ces notes dans votre tête, ensuite vous les écrivez? Non. Non. Si je m'en souviens pas le lendemain matin, c'est pas la peine, c'est que c'était pas bon. Mais en tout cas, vous avez une bande son qui vous permet de ensuite. Non. Vous l'avez en tête. Mon cerveau. Le cerveau, le C'est piano. mon meilleur disque dur. Voilà. Paris, autre titre de votre chanson. Hein, vous voulez tout savoir? Ouais. Alors, Paris a été faite, j'étais pas encore en Corse, elle a été faite en 2002, quand j'ai rencontré Sanda, qui est une chanteuse, je l'ai rencontrée, elle chantait. Et elle chante merveilleusement bien. Et j'ai dit, on va faire des chansons, puis on va te produire, etc. Et je trouve cette mélodie, la mélodie de Paris, qui sent, pour moi, elle sent Paris. C'est-à-dire, elle est dans la même famille que les chansons d'Hubert Giraud, ouais. Sous le ciel de Paris, là, il y a les mêmes types d'harmonies, etc. C'est ça, les mêmes types d'harmonies. Et je demande à Claude d'écrire Paris pour Sanda. Et effectivement, c'est une chanson où elle arrivait, en gros, elle arrive à Paris, et puis après, elle se balade au bras de mon petit français que j'aime, etc. Et ça s'est pas fait. Le projet n'a pas abouti parce que entre-temps, on a fait plein de choses. Entre-temps, je me suis retrouvé un tout petit peu dans la merde, un projet qui a foiré, etc. Peu importe. Et il y a 4 ans, j'ouvre mon ordi, je fouille dans tout ce que j'ai, et je retrouve ça. Je dis putain, quelle belle mélodie. Elle est bonne, c'est une bonne mélodie, et elle pue Paris. Je recommence. Je me renseigne, je vais sur avec l'envie de faire un texte sur Paris, je vais sur le net, je trouve les chansons sur Paris, alors les anciennes chansons que tout le monde a utilisées tout le temps, et les nouvelles chansons sur Paris, c'est Paris tu pues, Paris je t'aime plus, Paris je dégage, etc. Et j'ai fait non les mecs, c'est pas ce que je veux faire. Moi je veux sur beau Paris. Sur Paris, l'éternel, ouais. le Paris que les touristes viennent voir. Le Paris peut-être des JO quelque part, hein. Et pour la première fois, je vous jure que c'est vrai, ouais. Pour la première fois, j'ai été mentalement opportuniste, c'est-à-dire, putain, en plus, il y a les Jeux Olympiques, si ça va, ça peut être un bon truc. Non, mais tout est beau dans cette chanson. La musique, les paroles et votre voix. Et la musique. Ah, dans cette chanson. Oui, mais il y a Sanda aussi. Ouais. Mais ça s'est pas fait. Il n'y a personne qui a entendu cette chanson pendant les Jeux, et tant pis. Mais je suis à peu près sûr qu'un jour, il y a un mec qui va faire un film sur Paris ou autour de Paris, et il va prendre cette chanson parce que c'est le Paris éternel qu'il y a dedans. Est-ce que vous aimez comme un voyou, comme un chien? Toujours une chanson. Est-ce que j'aime comme un voyou, comme un chien? C'est peut-être un peu abrupt. Non, mais vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Oui, absolument. C'est quoi le plus bel âge de la vie pour un homme? 50-60. 50-60? Ouais. Et pour une femme? 10 ans de moins. 10 ans de moins? Ah ouais. Ça veut dire qu'après 50-60, un homme c'est fini, et après 40-50 ans, une femme c'est fini? Ça veut dire que le plus bel âge, c'est l'âge où on arrive à un degré de maturité formidable, on possède son sujet. Le plus bel âge pour un homme, c'est 90. Et pour une femme, c'est 70. C'est Sanda. J'ai décidé. Sanda. Oui, c'est moi. Vous comprenez pourquoi je reste avec elle? Oui. Merci Sanda. Pour ce message d'amour. En fait, je reste avec elle parce que j'arrive pas à m'en débarrasser. Non, pas débarrasser, parce que c'est votre amour. Ouais. L'amour, c'est mieux quand? À 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans? À 82, j'ai été obligé de déchirer quand même quelques pages de mon Kama Sutra. Mais il était grand comment, votre Kama Sutra? Il était normal, mais bon, il y a des figures que je peux plus faire. Mais vous en faites quand même, rassurez-nous. Ah oui, et rassurez Sanda. Simplissime. Et alors, le temps qui passe, Michel Fugain. Et s'il me fait quelque chose? Ça pèse ou pas?
Ah non, pas du tout. Non, ça pèse. Il y a un moment où le temps qui passe, il est tragique quand il vous arrive un gros parpaing comme il m'est arrivé Quand vous perdez avec Laurette. les gens que vous aimez. Ouais, quand on perd les gens qu'on aime. J'ai pas mes parents que j'aimais. Vous n'imaginez pas à quel point j'aimais mes parents. Et je crois qu'ils m'ont bien rendu. Quand je les perds, il y a une logique. Mhm. Une logique. Ma fille, elle avait 22 ans, quoi. Donc, là, c'est pas logique. Mhm. Là, j'ai eu l'impression d'être volé. Et j'ai vécu ça comme une espèce de un coup de la vie, un sale coup. Un sale coup, oui. Ouais, un sale coup. Et là, d'un seul coup, j'avais plus envie. Il n'y avait plus envie ni que le temps passe. Je voulais que ça s'arrête. Je fais chier. La vie m'emmerde. Mais maintenant, non, pas du tout. Le temps qui passe, time is on my side. Je vous jure que c'est vrai. J'ai toujours pensé ça. Le temps est de mon côté. Soit que j'en profite, soit que j'en ai encore devant, soit que il y a un truc, il faut du temps pour arriver. À 20 ans, j'avais un cœur qui battait à 45 ou quelque chose comme ça. Et on m'a dit, c'est un cœur de marathonien, un cœur de... Et vous êtes un marathonien de la chanson. Ben oui, alors on va dire ça. Et en fait, je m'aperçois que ouais, je suis un animal de la longueur. Et il me faut du temps. Même il faut du temps pour les gens, pour que je perde. Je suis un train qui arrive à l'heure. Je fais pas partie des journaux à scandale, machin. Je suis un train qui arrive à l'heure. Alors, a priori, un train qui arrive à l'heure, ça intéresse personne. En tout cas, pas... Et vous avez de plus en plus public, donc ça intéresse tout le monde. Oui, mais les gens... C'est un truc qui s'est fait petit à petit avec les gens qui disent « Putain, il fait des belles chansons. Ce mec, il fait des belles chansons, quoi. » Dans la durée. 60 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est vrai. Quelle trace vous avez envie de laisser de vous ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? Que j'ai servi à quelque chose, c'est pas à quelque chose, à quelques-uns, en espérant qu'il y ait le plus possible, et que j'étais un homme honnête, et un honnête homme au sens presque 19e siècle du terme. J'ai pas envie d'autre chose. En tout cas, merci. Et Michel Fugain, merci beaucoup. Je rappelle avant de conclure que vous venez de sortir donc ce nouvel album, L'amour, la vie, etc. La vie, l'amour. La vie, l'amour, etc. Pardon. Et que vous serez sur scène, sur la scène de Bobino, les 13, 20, 27 janvier et 4 février prochains. Et vous allez aussi faire un tour de France et aussi aller voir nos amis. Mais ils sont en train d'en rajouter à Bobino. Ah bon ? J'appelle ça les lundis de Bobino. donc on dit à nos éditeurs qui voudront sans aucun doute aller vous voir de réserver tout de suite leur place parce que et c'est le lundi. De toute façon, ils ne peuvent pas aller dans un autre théâtre car le lundi c'est les jours de relâche. C'est le relâche. Et merci en tout cas. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bon dimanche sur Radio J. À dimanche prochain et on se quitte avec quoi ? La belle histoire. Comme vous voulez. C'est vous qui êtes le chef. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.